Depuis ses débuts, Paris s'est bien transformé. La modeste place fortifiée est devenue une agglomération, puis une ville moyenne, avant de se découvrir après 500 ans la capitale du royaume des Francs sous le règne de Clovis. Avec le premier roi chrétien et ses fils, c'est la foi qui guide et qui inspire. C'est sur cette pointe orientale de l'île de la Cité que se trouvait jadis à l'époque romaine un temple dédié à Jupiter. L'endroit va rester un lieu de culte à travers les siècles, et même devenir un symbole de la ville. Il y eut une première basilique élevée vers 550, puis à partir de 1163, la plus belle des cathédrales d'Occident, Notre-Dame de Paris. Voilà le chef-d'œuvre, l'immense Notre-Dame de Paris. Pensez qu'il a fallu attendre 107 ans avant qu'elle ne se livre à l'admiration des Parisiens. Pensez au nombre d'ouvriers, d'artisans qui s'y employèrent et au savoir-faire qu'ils déployèrent. On raconte qu'on offrit à un jeune artisan parisien nommé Biscornet l'exécution des serrures et ferronneries du portail central. Cette commande inespérée, un véritable honneur, l'enthousiasme. Quel bienfait pour sa réputation. Avant de se sentir accablé par une implacable réalité, les dimensions modestes de sa forge. Comment mener sa tâche à bien et réussir un tel enjeu? Sans aide surnaturelle, c'est impossible. Alors, Biscornet signe un pacte avec le diable, qui promet de l'aider en temps voulu, contre son âme. Satan l'aida si bien qu'il fallut avoir recours à de l'eau bénite pour en ouvrir les portes. Mais le travail du métal est stupéfiant. Il est d'une incroyable finesse. Et aujourd'hui encore, les spécialistes s'interrogent sur la façon dont on a exécuté ces étonnantes ferronneries. Hélas, Biscornet terrorisé est introuvable et il meurt peu après l'achèvement de son œuvre. C'est dans la tombe qu'il emporte son secret. Mais il nous laisse ces splendides ferronneries à admirer. Le parvis que nous avons sous les yeux est 6 fois plus étendu que par le passé. Eh oui, jadis, les maisons à colombages et les masures brinque-ballantes se blottissaient à l'ombre de la cathédrale. Cette promiscuité avec le bon Dieu rassurait sans doute. Et puis à l'époque, on n'avait pas besoin de faire de la place pour les cars qui déversent à chaque instant leur horde de touristes. Regardez ces marques sur le sol. Elles nous indiquent le tracé sinueux des vieilles rues qui enserraient autrefois la cathédrale. En 1865, le baron Haussmann, qui réinventa Paris, donna au parvis cet aspect pompeux de grande esplanade battue par les vents et les ventes. On trouve ici le point zéro des routes de France. Si tous les chemins mènent à Rome, toutes les routes partent d'ici. En fait, ce point zéro est le lointain héritier d'un poteau dressé sur ce parvis. C'était l'échelle de justice de l'évêque de Paris. Une manière un peu abrupte de rendre la justice. Les accusés venaient à cet endroit faire amende honorable et recevoir leur condamnation. Le quartier de l'île de la Cité est plein de souvenirs. Certains, pour le moins singuliers, nous révèlent un Paris étrange et mystérieux. Voyez la rue Chanoinesse et ces belles demeures du XVIe siècle où logeaient de nombreux chanoines. Eh bien, figurez-vous que là-bas, 2 siècles plus tôt, se trouvaient 2 maisons voisines, l'une occupée par un barbier, l'autre par un pâtissier. D'honnêtes activités commerçantes pour d'honnêtes voisins. Pourtant, dans cette rue, on a frissonné d'effroi. Dans la rue Chanoinesse du 4e arrondissement de Paris, en 1387, s'est déroulée, paraît-il, une incroyable affaire. Notre barbier avide comptait ses sous. Et pour arranger sa trésorerie, il égorgeait de temps à autre un client de passage qu'il dévalisait. Ingénieux, il avait bricolé une trappe qui basculait le corps directement dans sa cave. Or celle-ci communiquait avec celle de son voisin, un pâtissier.
Celui-ci, d'une aussi piètre moralité que son confrère, lui proposa une association de bon voisinage. Faire disparaître les corps des victimes en enrichissant leur bourse. La recette était simple, il suffisait de les cuisiner. Une fois hachés menus et bien épicés, le pâtissier en garnissait ses friands et ses pâtés. Que les habitants du quartier s'arrachaient. Barbier et pâtissier prospérèrent. Notre jeune étudiant étranger fut le dernier ingrédient principal de cette macabre cuisine. Car son chien, au désespoir de ne plus voir son maître, hurla 3 jours durant à la porte de l'échoppe, excitant la curiosité des riverains. Condamnés au bûcher, les 2 complices périrent et leurs boutiques furent rasées avec interdiction de construire sur ces lieux avant longtemps. Éloignons-nous rapidement de ce sinistre endroit. Avançons un peu dans la rue Chanoinesse. D'autres surprises nous attendent, mais prévenons d'emblée les féministes. C'est la rue qui est chanoinesse, pas ses habitants. Au Moyen-Âge, pour venir vivre ici, il fallait être chanoine. Chanoine au masculin. La rue était carrément interdite aux femmes. Les religieux se méfiaient sans doute de la séduction de ces dames et craignaient leur propre concupiscence. Alors prudemment, on restait entre soi, entre chanoines. Nous voici au numéro 26. Ces maisons de chanoines se dressent ici depuis le XVIe siècle. Regardez, elle est là, notre machine à remonter le temps. Ces pierres tombales à demi effacées ont servi à daller la cour. Retrouvées il y a près de 300 ans, elles proviennent sans doute d'un cimetière ou d'une église du quartier. Mais attention, ces pierres n'ont pas été placées ici pour rendre hommage aux défunts ou sauvegarder des témoignages anciens. Elles permettaient simplement aux habitants de l'immeuble de rentrer chez eux à pied sec, et même en cas de crue de la Seine. Le centre de Paris reste entouré de légendes vivaces. Mais pour retrouver l'histoire du cœur de Paris, il nous faut accomplir un bond dans le temps, au VIe siècle. Clovis vient de mourir. Il a 45 ans et il a fait de Paris et de l'île de la Cité la capitale du royaume franc. Un royaume qu'il a étendu considérablement et qui soulève déjà des passions. Ses fils vont se disputer cet important héritage qu'ils considèrent comme un patrimoine. Et le VIe siècle voit ces luttes entre héritiers qui s'entredéchirent. Le royaume que Clovis avait eu tant de peine à unifier est partagé en 4 parts, plus ou moins égales, entre ses 4 jeunes fils. Thierry hérite de la partie Est, Clodomir de la région de la Loire, Clotaire du Nord et Childebert de l'Île-de-France et donc de Paris. Ici, l'histoire devient un peu confuse, mais elle retient que les fils de Clovis tuent les gêneurs, se font la guerre entre eux et se réconcilient. Childebert restera cependant roi de Paris pendant 47 ans, mais à l'époque, il bataille jusqu'en Espagne. Childebert a lutté avec succès en Espagne et rapporte à Paris 2 précieuses reliques, une croix d'or et l'étole de Saint-Vincent. Childebert, à la mort de son frère Clodomir, n'a pas hésité pour s'emparer du pouvoir à tuer ses neveux ou à les tondre, car les cheveux longs symbolisaient la royauté pour les Francs. Mais malgré la cruauté de ses actes, il éprouve un grand respect pour la religion et pense racheter ses fautes en lançant un énorme chantier sur l'île de la Cité. Cette inquiétude pour le salut de son âme, Childebert la doit au bon abbé Germain, le protecteur des pauvres, l'un de ses proches conseillers. Sous l'influence de Germain, Childebert remplace le vieux monument dédié à Jupiter sur l'île de la Cité par le plus beau des sanctuaires. C'est ainsi que s'élève la basilique Saint-Étienne, un monument imposant. Imaginez un peu, 5 nefs, 70 mètres de long, 36 mètres de large, la plus grande église du royaume. À l'époque, une basilique n'est pas conçue comme un édifice isolé. Elle forme au contraire une réunion de plusieurs lieux de culte. On adjoint donc à Saint-Étienne un baptistère placé sous la protection de Saint Jean-Baptiste et une église, Notre-Dame déjà. Ce groupe épiscopal constitue le siège imposant de l'évêque Germain.
À en croire ses ouailles, l'évêque n'a de cesse de puiser dans la cassette royale pour faire la charité. Il enlève même quelquefois le pain de la bouche de ses moines pour les donner à quelques malheureux de passage. Les frères enragent, mais n'osent rien dire à un saint capable de miracles. Car, murmure-t-on, Germain guérit les malades et les infirmes, délivre les possédés et même ressuscite des morts. Mais dans sa belle basilique Saint-Étienne, l'abbé Germain n'est pas encore satisfait. Il veut aussi un bel écrin pour les précieuses reliques rapportées d'Espagne. Et il se montre éloquent. Childebert, tu dois construire une abbaye spéciale pour abriter les objets sacrés. Et Germain se propose d'administrer lui-même l'abbaye qui portera son nom. Ainsi commence l'ascension de Germain, ce modeste ecclésiastique qui deviendra un évêque puissant, puis un saint vénéré. Alors lentement se dresse sur la rive gauche, hors des murs de Paris, l'abbaye reliquaire qui deviendra Saint-Germain-des-Prés. Mais elle ne sera pas le seul édifice religieux à voir le jour à Paris. Bien au contraire, Paris se caractérise désormais par ses nombreuses églises, monastères, oratoires et sanctuaires. Ils se dispersent partout, sur l'île de la Cité et sur les deux rives du fleuve. C'est ici, à la station Saint-Germain-des-Prés, que nous avons rendez-vous avec le 7e siècle, sur les lieux de l'abbaye tant voulus par Germain. Mais pour en prendre toute la mesure, il faut l'observer des pieds au clocher. Regardez les pierres du clocher roman, elles ont plus de 1000 ans, et il reste encore des traces mérovingiennes de ses fondations dans la chapelle Saint-Symphorien. Ces pierres-là ont près de 1500 ans, et ce clocher est sans aucun doute le doyen de Paris. Et si nous quittons l'église pour aller sur le boulevard, c'est pour nous étonner du côté abrupt de l'arête du mur d'angle. Voyez plutôt, une main sacrilège semble avoir coupé net l'ensemble plus vaste que formaient les bâtiments attenants de l'ancienne abbaye. Et pour cause, sous le Second Empire, la hache du baron Haussmann a tranché ici la pierre pour créer le boulevard Saint-Germain. En avançant encore, on découvre une belle particularité Renaissance. La porte sud, ouverte à la fin du XVIe siècle. On a également une vue sur ce qui devait correspondre aux 3 anciens clochers. Un seul réussit à survivre à la brutalité révolutionnaire. Les 2 autres durent être rasés, car trop abîmés. Figurez-vous qu'à la Révolution, l'Église est détournée de sa vocation. Elle sert de dépôt de salpêtre. Or, cette substance, destinée à confectionner de la poudre à canon, fait cloquer les vieux murs humides. Les révolutionnaires avaient-ils volontairement introduit dans les lieux de culte la substance qui ronge les vieilles pierres? La question se pose. Et s'il s'agissait d'une volonté réfléchie, faire pourrir de l'intérieur le fondement des édifices religieux? De toute évidence, c'est un miracle que l'église Saint-Germain-des-Prés soit encore debout aujourd'hui. Tout le quartier évoque l'histoire de l'abbaye Saint-Germain-des-Prés. On la nomme ainsi parce qu'elle est entourée d'immenses champs dont elle est l'heureuse propriétaire. Prospère, elle possède tous les 6e et 7e arrondissements actuels. Les moines bénédictins ont pour habitude de choisir de bonnes terres, propices aux cultures de toutes sortes, en particulier des vignes, qui leur apportent un confortable revenu. On peut se demander si les moines de Saint-Germain-des-Prés sont troublés dans leur méditation par la turbulente présence des étudiants. Et ils sont nombreux, comme en témoigne l'agitation de la foire annuelle de Saint-Germain. Elle se tient à Pâques, autour de l'abbaye, et dure de 3 à 5 semaines. En réalité, les bénédictins supportent plutôt bien ces désagréments, car ils en tirent un beau bénéfice. Ils n'hésitent pas à assommer de taxes marchands et clients.
Alors évidemment, dans ce grand rassemblement populaire, bagarres, altercations, larcins représentent aussi le quotidien de cette grande manifestation. L'endroit s'est transformé au cours des siècles, jusqu'à devenir aujourd'hui le marché Saint-Germain. Bon, à première vue, il ne reste pas grand-chose du passé de l'endroit. Mis à part des bâtiments assez communs de la fin du 19e siècle, on cherche désespérément la grande et belle foire du passé. Mais en cherchant bien, on finit toujours par trouver quelque chose. Dans les petites rues en pente, on remarque les préaux de la rue Mabillon et les pavés de l'ancienne foire en contrebas. On peut même emprunter l'escalier de pierre pour se retrouver au niveau ancien de la rue et fouler ce petit pavé bosselé qui résonne encore des cris des forains hâbleurs et des étudiants bagarreurs. Regardez cet autre vestige médiéval. La rue de l'Échaudé, qui se creuse en une rigole centrale. Elle est destinée à évacuer les détritus que les gens de l'époque jettent par les fenêtres. Bon, côté hygiène de la voirie, on a trouvé mieux depuis. Mais avouons que la forme de la ruelle est bien jolie. Le plus étonnant, c'est l'impression persistante que chacun des pans de mur n'appartient pas à la même rue. À mon avis, c'est la marque d'un mur imaginaire, capable de séparer les styles et les époques d'un trottoir à l'autre. Eh bien en fait, cette séparation a existé, personnifiée par la muraille qui protège l'abbaye Saint-Germain-des-Prés. Rappelez-vous qu'au XIVe siècle, la guerre de 100 ans oppose la France et l'Angleterre, et l'on tient à se protéger de toute menace extérieure. L'étranger fait peur. Quand le danger s'éloigna, cette protection de pierre perdit de son importance, et des édifices pointèrent timidement le bout de leur nez, s'adaptant à l'angle aigu qui leur était proposé. Et si vous trouvez que la rue de l'Échaudé a le museau pointu, eh bien vous savez désormais pourquoi. Mais poursuivons nos découvertes. L'abbaye sera aussi soumise à l'autorité d'un abbé en chef, un cardinal. Et son palais, de la fin du XVIe siècle, qu'on admire encore aux 3 et 5 rues de l'abbaye, est considéré comme l'une des plus belles résidences de Paris, un magnifique témoin de l'architecture Renaissance et un souvenir de l'opulence de la puissante abbaye. Vous voulez tendre l'oreille, ouvrir les yeux et laisser battre votre cœur? Entrez au 14 et 16 rue de l'Abbaye. Dans cet immeuble surgit tout un pan du passé abbatial. On peut aussi voir la pointe extrême nord de l'enclos Saint-Germain, comme ici, au 31 rue Jacob. Mais au 7e siècle, tout ce quartier Saint-Germain n'est encore qu'en gestation. En 629, le bon roi Dagobert est monté sur le trône franc, après avoir fait assassiner un grand-oncle trop ambitieux et un neveu encore dans les couches. Vraiment, Dagobert se montre expert en art de gouverner, et il règne en maître. Mais sa sérénité possède un trône, marque de sa grandeur et de sa puissance. Et c'est le bon Saint-Éloi, artisan orfèvre de son état, qui lui a imaginé ce siège sans lequel un roi ne saurait imposer toute son autorité. Le cabinet des médailles de la Bibliothèque nationale conserve ce trône en majesté. Et la tradition orale nous assure qu'il fut celui du roi Dagobert. Il ne devait pas être très confortable, ce trône royal avec son assise formée de simples lanières de cuir. Mais l'important n'était pas là. Il fallait impressionner et intimider. Effectivement, le trône fascinait par sa structure de bronze doré et ses empattements en gueule de lion. Conservé longtemps dans le trésor de l'abbaye Saint-Denis, il fut transféré à la Bibliothèque nationale en 1791, considéré désormais comme monument des arts. Quelques années plus tard, en 1804, l'empereur Napoléon s'y assit à l'occasion, manière de se relier aux vieilles dynasties royales. Pour marquer son pouvoir absolu, Dagobert compte inscrire sa munificence dans la pierre. Et quoi de mieux qu'un édifice religieux? Cette évidente alliance du pouvoir temporel et spirituel ne peut être qu'appréciée d'un peuple de plus en plus attaché à la foi et renforcer son devoir d'obéissance envers son roi. Dagobert pense et se repose peu. Paris possède déjà son abbaye, alors c'est vers Saint-Denis que Dagobert tourne son regard. Attention, au 7e siècle, Saint-Denis n'a pas du tout l'aspect architectural que nous connaissons aujourd'hui. À l'époque de Dagobert, elle est beaucoup plus modeste. Dagobert est persuadé que du haut des cieux,
Saint-Denis veille sur lui. Il lui est même apparu en rêve. Et l'apparition lui accorde sa protection, à condition toutefois que Dagobert lui offre la plus somptueuse des sépultures. La tâche est confiée à Éloi, orfèvre, ministre et conseiller religieux. Il fabrique une œuvre superbe, constituée d'or et de pierres précieuses. Les balustrades sont couvertes d'or, les portes d'argent et le toit de marbre. Hélas, Dagobert meurt quelques années plus tard, à 35 ans à peine. Au XIIIe siècle, les moines de Saint-Denis veulent rendre hommage au roi Dagobert, bienfaiteur des lieux. Mais la sulfureuse réputation du roi les fait trembler. Ils imaginent donc une sculpture un peu ambiguë, qui se lit dans la pierre comme une bande dessinée. L'âme du roi est figurée en enfant nu et couronné, et est emportée en enfer par les griffes des démons. Heureusement, Saint-Denis, Saint-Martin et Saint-Maurice délivrent cette âme, la présentent au ciel et lui permettent d'accéder au paradis. Le message est clair. Dagobert aurait mérité l'enfer, mais l'intercession des saints lui a miraculeusement ouvert les portes de la bienheureuse éternité. Et pourtant, pour l'éternité, Dagobert restera le bon roi qui a mis sa culotte à l'envers. Anachronisme, car la culotte, sorte de short un peu bouffant qui s'arrête aux genoux, ne sera créée par des modélistes inspirés que 1000 ans plus tard. Mais la Révolution, qui se moque bien de la vérité historique, a produit cette rengaine pour railler les rois et les saints. L'opinion publique a-t-elle voulu se moquer d'un roi fainéant et distrait? Ou dans une vision plus aigriarde, a-t-elle voulu se jouer des amours contre nature entre Dagobert et son ministre Éloi? Des amours à l'envers, comme la culotte? Enfin, comme sa sublimité s'empresse de la remettre à l'endroit, la morale est sauve. À la mort de Dagobert, le royaume franc est partagé entre ses deux enfants. Sigebert, 10 ans, et Clovis II, 4 ans. Dès lors, et pour longtemps, le pouvoir réel passe aux mains des maires du palais, les plus grands dignitaires du royaume. Clovis II déserte Paris. Il s'établit dans sa villa de Clichy, et le palais de la cité se transforme en coquille vide. Mais la ville s'anime. La multiplicité des églises et des abbayes attire une nouvelle population, qui aime à se regrouper en ces lieux de dévotion. Le métro prend ici des chemins de traverse. Il permet de quitter le cœur de Paris pour tenter une excursion en dehors des limites de la ville, dans sa banlieue, Nouveau Faubourg, Paris de demain, car le projet du Grand Paris est en marche. Et avec le métro, il se concrétise déjà. C'est sur les traces de la basilique de Dagobert que l'on a construit la basilique de Saint-Denis. La voilà, la basilique Saint-Denis, pilier de notre histoire. Alors quand on s'approche de la façade, son style gothique peut paraître un peu lourd, un peu épais, un peu massif, presque de style roman. Eh bien c'est tout à fait normal, parce que vous avez devant vous une des plus vieilles églises, si ce n'est la plus vieille église gothique de France, construite en 1136. Alors à l'intérieur, bien sûr, les restes des souverains ont disparu depuis longtemps, mais on peut encore contempler leurs gisants, construits par les hommes à travers les siècles pour célébrer la grandeur de la monarchie et surtout de la France. Suivez-moi. À l'intérieur, c'est un enchantement. Les colonnades se font aériennes et se dressent vers les voûtes avec légèreté. Les vitraux diffusent une lumière chamarrée qui vient jouer avec les formes. Ici, le gothique prend de la hauteur. Il se montre dans sa phase rayonnante du XIIIe siècle, terme que l'on doit aux rosaces du transept. Voyez plutôt. Dans cette basilique, l'histoire de France nous attend. Ils sont tous là, ou presque. Nos anciens souverains. Au total, pas moins de 42 rois, 32 reines, 63 princes et princesses, et 10 grands du royaume.
Tous ont été inhumés ici. Et c'est ainsi que Saint-Denis est devenue la plus grande nécropole royale du XIIe au XIXe siècle. Auparavant, elle disputait le titre de cimetière des rois avec d'autres, comme Saint-Germain-des-Prés. Mais reposer auprès des reliques de Saint-Denis l'emporte. Avec la puissance du Saint-Martyr, les rois enterrés à ses côtés s'assurent l'ouverture des portes du paradis. Alors bien sûr, les restes de ces personnages royaux ont disparu depuis longtemps. Mais nous avons encore sous les yeux les mausolées construits par les hommes à travers les siècles pour célébrer la grandeur de la monarchie et de la France. Un peu plus bas, la crypte aussi est un témoignage merveilleux des temps anciens. Le mausolée de Saint-Denis, premier pensionnaire des lieux, a été dégagé. On ne voit plus que l'emplacement vide de son tombeau. Autour de lui, il y a des vestiges de la crypte du 8e siècle, là où fut enterré Fulrad, abbé de Saint-Denis. Et ces petites niches ici servent à poser pieusement les bougies du souvenir. C'est un des lieux les plus symboliques de toute l'histoire de France. La visite est émouvante. C'est pour moi l'endroit le plus symbolique de l'histoire de France. À l'intérieur, tout est calme, apaisé, et on peut tranquillement rêver à ce qui fait encore aujourd'hui la grandeur de notre patrimoine. L'histoire semble ici nous observer, mais elle n'est plus qu'un souvenir vaporeux, car les corps de nos rois disparaissent à la Révolution. En 1793, la Convention a décidé de détruire les mausolées fastueux de la monarchie. Les caveaux sont ouverts systématiquement. La moustache de Louis XIII fait sensation. Le visage de Louis XIV apparaît étrangement noir. Et le corps en putréfaction de Louis XV dégage une odeur atroce. Bientôt, un face-à-face anachronique met en présence Robespierre et le bon roi Henri IV. Le temps n'a guère altéré les traits du monarque, mais sa barbe carrée est devenue bien broussailleuse, grise et terne. On se demande ce que cherche l'incorruptible dans cette rencontre qui défie le temps. Soudain, mu par une impulsion irrésistible, Robespierre avance sa main vers la barbe du cadavre et d'un geste sec en arrache 2 poils. Avec soin, il range ensuite ses reliques royales dans un petit portefeuille, prestement enfoui dans le gousset de son habit. Et les révolutionnaires empilent les cadavres royaux. Mais une fois la profanation accomplie, une question se pose. Que faire de tous ces corps entassés ? Finalement, le corps d'Henri IV est jeté avec les autres dans la fosse commune. On la trouve au nord de l'église, à ce niveau du jardin Pierre de Montreuil. Exhumés sous la Restauration, les restes royaux, rongés par la chaux vive, sont pieusement replacés dans un ossuaire de la crypte. Enfin, ce qu'il en reste. Avant tout cela, au 8e siècle, l'abbaye de Saint-Denis a fait une entrée fracassante dans notre histoire. C'est avec Pépin le Bref que l'abbaye va devenir un lieu sacré, où les rois imposent leur autorité au nom de Dieu. La nation franque met fin au règne de votre sublimité et à la continuité de votre dynastie. Voilà ce qu'annoncent simplement les hauts dignitaires. Les nobles et les évêques de cette délégation viennent simplement mettre un point au règne d'un roi terne, jugé insignifiant. Car en ce 8e siècle, il est connu que Childéric III ne gouverne pas lui-même, mais que c'est un duc qui tient les rênes du royaume à sa place. Et le pape Zacharie a aussi reconnu qu'il est juste et raisonnable que celui qui exerce l'autorité royale porte le nom de roi. C'est un coup de force, et celui-ci est appuyé par l'Église. Cet honneur, Pépin le cherche d'abord hors de Paris. Dans une cérémonie du sacre, la première de l'histoire de France, Pépin est nommé roi des Francs sous les voûtes de la cathédrale de Soissons. Le nouveau roi ne manifeste guère son intention de s'installer à Paris, la capitale des Mérovingiens. D'ailleurs, il ne songe pas vraiment à installer sa cour et son autorité dans une ville en particulier. C'est un roi itinérant qui va de ville en ville. Mais en définitive, Pépin a besoin d'un sacre plus grandiose qu'une cérémonie en catimini à Soissons. Le 28 juillet 754, le pape Étienne II vient le bénir à l'abbaye de Saint-Denis. Et tandis qu'il accorde sa bénédiction à Pépin, le pape s'adresse aux princes et aux nobles ainsi. Nous vous ordonnons, sous peine d'excommunication, de ne jamais choisir d'autres rois que ceux de la race de Pépin. Sacré par sa sainteté devant tous les membres importants de la chrétienté, Pépin peut désormais avoir une lignée royale irréfutable, celle des Carolingiens, et assurer ainsi l'avenir de ses fils. Le sacre de Pépin et la venue du pape témoignent du développement de la basilique Saint-Denis. Elle s'est considérablement développée. De privilèges en avantages fiscaux et en donations, elle est passée de simple abbaye à cathédrale avec siège épiscopal.
14 ans plus tard, c'est à Saint-Denis que Pépin, vieillard de 54 ans, tient à mourir. Son fils Charles entamera des conquêtes territoriales pour étendre son royaume. Charles le Grand, Charlemagne, futur empereur d'Occident, ira fixer sa capitale à Aix-la-Chapelle. Et pour Paris, le coup est rude. La ville n'est plus le siège du royaume, mais un simple port sur la Seine. Clovis y était installé pour étendre son royaume au sud, mais l'étendue de celui de Charlemagne vers la Germanie a tout chamboulé. La ville n'est plus animée par la présence du roi et de sa cour. Elle n'a donc plus de raison d'être protégée. Sa population se réduit à quelques milliers d'habitants et se recroqueville à nouveau sur l'île de la Cité. Au début du IXe siècle, les civilisations et les empires ont oublié Paris. La ville agonise. Tous les malheurs du ciel fondent sur les bords de la Seine. Famine, inondations, épidémies. Le pain est rare en raison des mauvaises récoltes. Le fleuve est en crue. L'île de la Cité se noie. On ne peut se déplacer qu'en bateau. Et rien n'arrête la mort qui rôde. Les corps gonflés flottent sur les eaux. On s'entasse sur la rive gauche restée au sec. Le Châtelet, qui fut d'abord une tour de défense, devint au fil des siècles une sinistre prison. On y enfermait des prisonniers de droit commun, car les plus prestigieux allaient à la Bastille. À partir de la Révolution, on sera moins difficile. Tout type de prisonnier y sera accueilli. Jadis, la place n'était pas aussi large qu'aujourd'hui. Elle était encaissée et parcourue de dédales de rues étroites et sinueuses, aussi sombres qu'inquiétantes. Tendez l'oreille. Les cris de bêtes égorgées se mêlent aux hurlements des torturés, aux plaintes des prisonniers. C'est sur ce cloaque que s'étend la terrifiante silhouette du Châtelet. L'endroit est vraiment un des plus horribles de Paris. Finalement, le Grand Châtelet sera démoli en 1804 et on fera bien attention de n'en rien laisser. Rien ne devant subsister d'un monument d'aussi triste mémoire. Alors si l'on cherche quand même à se figurer à quoi ressemblaient les entrailles du Châtelet, il faut traverser la Seine et passer sur la rive gauche. Entrons au 42 rue Galande, au caveau des Oubliettes. Descendons dans les caves et regardons les messages des anciens suppliciés. Ça ressemble à des graffitis. Je serai pendu, à mort Marat. Ici se trouvent conservées des cellules et autres culs de basse-fosse du Petit Châtelet. C'est le pendant carcéral rive gauche du Grand Châtelet. Mais au début, ce Petit Châtelet a bien été lui aussi une tour de défense destinée à protéger Paris. Au IXe siècle, les petits-fils de Charlemagne se partagent en trois un vaste empire. La Francie orientale revient à Louis le Germanique, la Francie médiane à Lothaire Ier, et la Francie occidentale est attribuée à Charles le Chauve. De la Francie orientale naîtra l'Allemagne, et de la Francie occidentale naîtra la France. Quant à la Francie médiane, elle sera grignotée par ses deux puissants voisins, mais l'Italie actuelle émergera un peu comme sa lointaine héritière. Toutes ces divisions excitent les appétits de pirates vikings, des Normands venus de Scandinavie. Le 29 mars 845, jour de Pâques, l'effroi gagne Paris. C'est par le fleuve que les Vikings comptent s'emparer de la ville. Et ce ne sont pas les vieux remparts éboulés qui pourront empêcher les Vikings d'envahir Paris. Pour les habitants, c'est la déroute. Il faut prendre ses jambes à son cou. Et chacun prend ce qu'il peut. Quelques têtes de bétail, des bijoux, un peu de farine. Et l'on s'empresse de détaler au loin, à l'intérieur des terres. Car les Vikings convoitent leurs richesses, n'importe lesquelles, pourvu qu'elles rapportent. Même s'ils préfèrent au fond qu'elles soient sonnantes et trébuchantes. Pièces d'or, joyaux, parures, tout leur est bon. Ils ne veulent pas occuper des terres, ils ne cherchent pas à imposer leur pouvoir. Tout ce qu'ils veulent, c'est s'enrichir. Charles le Chauve, roi de la Francie occidentale, est agacé par ces incursions normandes.
il se met enfin en tête de protéger Paris. C'est ici, au Châtelet, que s'organise la défense. D'abord, il fait reconstruire les 2 ponts qui reliaient naguère l'île de la Cité aux berges de la Seine. Ensuite, il fait édifier sur la rive droite et sur la rive gauche 2 tours de défense, lourdes et massives. Les 2 ensemble se dressent désormais comme des portes d'entrée de Paris. Elles protègent son cœur, l'île de la Cité. Ce sont de véritables forteresses, des petits châteaux, des châtelets. Le grand Châtelet pour la rive droite, le petit Châtelet pour la rive gauche. Automne 885, les Vikings attaquent Paris. L'immense flotte venue du nord s'arrête devant l'île de la Cité. Les soldats français ruent sabre en avant et se battent au corps à corps. Les attaquants fléchissent et reculent. Les Vikings, abasourdis par la furie franque, sonnent la retraite, abandonnant sur place un grand nombre de tués. Au cours de cette première journée de combat, un homme s'est montré plus résolu et plus téméraire que tous les autres. C'est Eudes, le comte de Paris. Il va désormais mener la défense. Résolu à détruire le grand Châtelet, une troupe de Vikings traverse à la nage le fossé qui l'entoure. Armés de piques et de haches, les soldats du Nord tentent d'en ébranler les bases. Mais c'est sans compter sur l'esprit d'anticipation du comte Eudes. Il fait jeter de l'huile bouillante, de la poix fondue et lancer des flèches enflammées sur l'ennemi. Quelle vision d'horreur! Les hommes prennent feu comme de l'étoupe, transformés en torches vivantes. Ils se jettent alors dans la Seine, mais en vain, car l'huile embrasée continue de brûler et les corps incandescents flottent sur le fleuve. Alors, les Vikings finissent par sonner la retraite et abandonnent le combat. Aussitôt, on offre aux véritables héros de la bataille la charge de régner sur la paix. Au mois de février 887, les seigneurs francs réunis à Compiègne acclament Eudes. Le comte de Paris est nommé roi de Francie occidentale, et pour ne pas perdre de temps, on procède dans la foulée au couronnement. On bâcle un peu la messe, on procède à une rapide onction, et vive le roi! Le nouveau monarque promet tout ce qu'on veut. Il assure qu'il réformera tout ce qui est à réformer. L'ennemi viking a définitivement renoncé à Paris. Mais la ville panse ses plaies douloureuses. Les invasions ont dévasté ses édifices. De la basilique Saint-Germain-des-Prés, il ne reste que la partie inférieure d'une tour carrée. Sainte-Geneviève, Saint-Julien-le-Pauvre, Saint-Marcel, Saint-Germain-l'Auxerrois et de nombreuses autres églises ont été mises à sac et ravagées. Mais de cette désolation, Paris sort grandi. Par leur acharnement, les pillards vikings ont montré que qui veut tenir la Francie doit tenir Paris. Et par leur défense obstinée, les Parisiens se sont imposés au reste du royaume. Ce sont eux maintenant qui font l'histoire. Ce sont eux qui font les rois. La Chapelle. Ce lieu nous plonge dans la foi vibrante des siècles passés. Et ça, nous le devons à Charlemagne. L'empereur à la barbe fleurie était un exalté des reliques. L'une des plus belles pièces de sa collection était la cape de Saint-Martin. Une moitié de cape, plus exactement, puisque le jeune homme avait offert l'autre à un mendiant. Je me suis toujours demandé pourquoi il n'avait pas donné la totalité de son manteau. Ça aurait été encore plus classe. Mais en fait, soldat de Rome, Martin n'était propriétaire que de la moitié de son équipement. Donc, par loyauté envers l'Empire, il ne pouvait pas donner ce qui ne lui appartenait pas. En tout cas, pour ce bout de tissu glorifié, Charlemagne a fait construire dans l'enceinte de son palais d'Aix un lieu de culte et de dévotion, une chapelle. Terme tiré du latin cappa, la cape. Et le mot devint très vite usuel. Au Xe siècle, à Paris, on attribue ce terme de chapelle à un petit oratoire qui se trouvait ici, entre Montmartre et Belleville. Sainte-Geneviève s'y serait autrefois arrêtée pour prier, sur la route qui la conduisait au sépulcre de Saint-Denis. Et cette église de la rue de la Chapelle se trouve sur l'emplacement de l'ancien oratoire. Après Sainte-Geneviève, une autre célèbre pénitente fréquente les lieux. C'est Jeanne d'Arc. Cette statue rappelle que la Pucelle vint prier ici, le 7 septembre 1429, en espérant libérer Paris du joug anglais et bourguignon. Malheureusement, cette fois, elle échoua
et fut blessé à la cuisse au cours des combats. Si l'église que nous voyons date en grande partie du XXe siècle, il reste de rares vestiges de l'église primitive de 1204. Ce sont les 4 premières travées de la nef, qui se distinguent du reste par des piliers ronds. Mais au Xe siècle, c'est la foire du Landy qui attire les foules dans le village de la Chapelle. En effet, cette foire est la plus importante de toute l'Île-de-France. Chaque mois de juin, pendant 15 jours, des milliers de marchands venus de toute la Francie, mais aussi de Provence, de Lombardie, d'Espagne ou de Constantinople, se fixent un rendez-vous. Ils viennent proposer étoffes, moutons, herbes, épices, parfums et feuilles de parchemin. On voit à la foire de la Chapelle une foule mêlée, venue acheter quelques provisions ou simplement admirer les boutiques. On vient ici comme au spectacle, pour voir se déployer la plus grande scène du monde. C'est un peu l'air d'ailleurs que l'on respire à travers ses couleurs et ses odeurs. On s'étonne devant les soieries venues de loin. On admire les funambules, les cracheurs de feu, les danseurs et les joueurs de fifre. En ce Xe siècle, l'importante foire du Landy se déplace. Elle quitte le bourg de Saint-Denis, où elle se déroulait jusque-là, pour se rapprocher de Paris. Combien ? Elle s'établit quasiment à mi-chemin entre l'abbaye et la ville, au village de la Chapelle, sur l'emplacement de l'actuel rond-point de la Chapelle. Bien plus tard, le Landy se transforme en foire aux bestiaux, avant d'être au XIXe siècle une fête foraine, dite fête d'été. Dans le quartier de la Chapelle, seul le marché de l'Olive, ouvert en 1885, offre un vague écho de ce qui a disparu. Mais un écho bien lointain des années 970, une époque très animée à Paris, même si Lothaire, le roi de Francie occidentale, reste reclus dans sa résidence de Laon. Le comte de Paris s'appelle alors Hugues Capet. Et il a du boulot, car Paris reste convoité. Convoité par qui? Par Othon II, l'empereur germanique. Othon II a levé une armée de 60 000 hommes, dont 30 000 cavaliers, pour envahir la Francie. Au mois d'octobre 978, les soldats germains sont prêts à assiéger Paris, et le comte de Paris doit défendre sa ville. Les Germains arrivent déjà. Une nuée de poussière annonce les cavaliers sur les hauteurs de Montmartre. Pourtant, Othon n'a guère envie de se mesurer à la colère parisienne. Mais enfin, il faut bien faire quelque chose. Alors pour marquer la présence germanique et mettre à l'épreuve les nerfs des Parisiens, un soldat, d'une force et d'une taille prodigieuse, se présente chaque matin devant le Grand Châtelet, symbole de la résistance parisienne. Il défie quotidiennement les Parisiens en les couvrant d'injures. Pour Hugues Capet, cette insupportable provocation doit cesser. Alors on choisit un chevalier nommé Yves pour défendre l'honneur franc. Les portes de la ville s'ouvrent. Fièrement juché sur son cheval, le champion vient affronter le géant. La lance du Germain fait voler en éclats le bouclier du brave Yves et se fiche dans sa poitrine. Le champion de Paris glisse de sa monture et s'effondre. Le Germain a-t-il remporté le duel? Alors, il se précipite pour achever son adversaire. C'est la consternation dans le camp des Parisiens. On tremble, on se lamente déjà. Mais alors que le Germain triomphant se rue sur sa proie blessée, Yves ouvre les yeux. Il bouge et dresse brusquement sa lance. La pointe s'enfonce mollement dans le défaut de la cuirasse du géant, juste dans cet espace, sous le ventre, où le cuir rejoint les pièces métalliques.
Le vaincu s'écroule dans un grand bruit de fer froissé. Et les Parisiens laissent éclater leur joie. 1 seconde a suffi, et ils ont en quelque sorte gagné la guerre. Les Germains, vaincus par ce combat singulier, rebroussent chemin. 8 ans plus tard, le roi Lothaire meurt. Son fils Louis V, âgé de 20 ans, devient roi. Mais l'année suivante, coup de pouce du destin, il se tue en tombant de cheval. Après les funérailles, une assemblée de la haute noblesse se réunit à Senlis et offre par acclamation le trône à Hugues Capet, comte de Paris, jugé le plus digne de régner. Sans lui, les Germains occuperaient les bords de Seine. Et celui qui a sauvé Paris saura protéger le royaume. Une fois encore, Paris a fabriqué son roi. Mais quel pauvre Paris! Les rives de la Seine ont été ravagées par les Vikings un siècle avant, et rien n'a été tenté pour relever ce qui a été abattu. Et comme les abbayes sont dévastées, on prend l'habitude de vivre et de prier entre les murs éboulés d'églises calcinées ou de monastères saccagés. C'est sans doute au fils d'Hugues Capet, Robert le Pieux, qu'on doit la reconstruction à la fin du Xe siècle de ce qui deviendra le pont au Change. Un nouveau pont remplace alors l'ancien pont romain, bien délabré. L'axe principal de la rive droite est transféré de la rue Saint-Martin à la rue Saint-Denis en face de ce nouveau pont, qui devient alors le nouvel axe majeur de la ville. Il est amusant de s'imaginer que pendant 500 ans, Paris ne posséda que 2 ponts, un pour chaque rive, et qu'en plus, ils n'étaient pas dans l'axe, l'un par rapport à l'autre. Car il faudra attendre seulement le XVe siècle pour créer un double axe de franchissement de la Seine par l'île de la Cité. Nos 4 ponts actuels sont des reconstructions du XIXe siècle. Mais sachez que le doyen des ponts de Paris, le pont Neuf, achevé en 1607, n'est pas le 9e pont de Paris, mais le 5e. Et ce n'est pas le plus neuf, c'est le plus ancien, vous suivez? Cette période s'achève sur un constat un peu désolant. Les rois francs n'ont pas toujours été à la hauteur de la vocation parisienne. Ils ont parfois abandonné leur capitale pour s'en aller trôner ailleurs, à Soissons, à Laon, jusqu'à Aix-la-Chapelle. En fait, l'aventure aurait pu s'étioler lentement, mérovingiens comme carolingiens, ne faisant que prolonger sans le stopper le lent déclin de la civilisation gallo-romaine. Mais ni Paris ni le royaume n'auraient alors écrit les plus belles pages de l'histoire. Or, la vitalité des Parisiens va transformer le destin annoncé. Dans les siècles à venir, le peuple de Paris va s'imposer pour participer au triomphe d'un pays nouveau, la France. Dans le prochain épisode, nous pénétrerons dans le Paris du Moyen-Âge. Une période d'ombre et de lumière, marquée par la misère, les épidémies, les premières universités, mais aussi par les grandes constructions. Nous découvrirons la tour Jean sans peur, le cimetière des Innocents, la Grande Muraille de Paris, ou bien la Sainte-Chapelle.